bonjour à tous et bienvenue dans Interaction, épisode 69, intitulé Impeachment, quelle stratégie pour Donald Trump? La Maison-Blanche est entrée dans une zone de turbulence inédite depuis la mise en route du processus d'impeachment il y a maintenant 10 jours. Si Donald Trump ne se fait généralement pas prier pour monter sur le ring, quels sont vraiment ses choix? C'est la question que l'on pose aujourd'hui à Laure Mandeville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro et je rappelle votre livre Qui est vraiment Donald Trump, qui était sorti juste avant la présidentielle. À vos côtés, Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à Paris 2 et je rappelle votre livre que vous avez d'ailleurs à côté de vous. Et s'il gagnait encore, vous parlez bien sûr de Donald Trump aux éditions VA Presse. Et puis nous sommes également en ligne avec Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales à l'Atlantic Council. Et puis pareil, auteur du livre Le Paradis perdu. Vous parlez de l'Amérique de Trump et c'est aux éditions Grasset. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors c'est une émission en direct, n'hésitez pas chers internautes, nous sommes sur le Figaro, sur Facebook, donnez-nous vos commentaires, posez vos questions pour essayer de comprendre quelque chose à cette affaire ukrainienne et surtout à ses conséquences. Jean-Éric Brana, déjà un petit mot sur le contexte. Nous sommes vraiment dans le tout début de la première étape de l'impeachment, c'est-à-dire l'enquête. Comment vont se dérouler les prochaines semaines ? Alors peut-être qu'il ne se passera rien, puisque Oui. comme vous l'avez dit, on est au début, mais on est même avant. Puisqu'en réalité, la procédure d'impeachment commence par une enquête, mais elle commence surtout par un vote formel en séance plénière à la Chambre des représentants, et rien ne dit pour l'instant qu'on arrivera à ce vote. Si jamais on arrivait à ce vote, c'est-à-dire qu'il y avait eu un vote avant, en commission du renseignement, qui a estimé qu'il y a suffisamment de charges contre Donald Trump, on est à peu près sûr aujourd'hui que les démocrates voteront l'impeachment parce qu'il y a une majorité de députés, de représentants démocrates qui ont annoncé qu'ils étaient en soutien. Mais avant cela, c'est donc l'enquête. Donc chaque commission, comment fonctionnent les commissions qui sont chargées de chercher des documents dans cette affaire ukrainienne? Alors les enquêtes étaient déjà lancées depuis un moment. Oui. Depuis que les démocrates ont repris la Chambre des représentants, ils avaient lancé un certain nombre d'enquêtes. À peu près toutes les commissions du Congrès côté Chambre des représentants travaillaient pour des enquêtes qui concernaient Donald Trump. Donc tout ça s'était lancé. En réalité, ce qui a changé depuis la déclaration de Nancy Pelosi, c'est qu'il y a donc une enquête en vue d'impeachment. C'est vraiment là beaucoup plus formel. Et elle a été confiée à Adam Schiff, président de la commission du renseignement, qui donc conduit pour la Chambre des représentants cette enquête-là, en reprenant les éléments, ou pas d'ailleurs, puisque pour l'instant il a plutôt ciblé sur un seul point qui est l'Ukraine, mais il pourrait tout à fait l'élargir à d'autres. Des enquêtes. Ça deviendrait très compliqué s'il le faisait, donc pour des raisons politiques, il a resserré sur l'Ukraine. Et vous alliez y venir, pardon. La dernière étape de ce processus d'impeachment, s'il va jusque-là, c'est le Sénat. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a une arithmétique au Sénat qui fait que Donald Trump, on va vous montrer d'ailleurs aujourd'hui comment se compose l'hémicycle du Sénat, 100 sièges, 53 républicains, 45 démocrates et 2 indépendants. Il faut les 2 tiers et donc Donald Trump n'a pas grande chance d'être destitué. Non, il en a quasiment, je dirais quasiment aucune, à moins d'une révélation absolument extraordinaire dont pour l'instant nous ne savons rien. Je pense que les républicains vont jouer au contraire la carte de la défense du président et qu'on est dans cette affaire, comme on l'est depuis 3 ans, dans un contexte ultra politisé et d'une Amérique ultra divisée et qui se prépare pour, je dirais, un gigantesque combat de boxe. Ça va être extrêmement violent et tout dans cette affaire et en fait dans la confrontation. Regardez le début, on parlait de Adam Schiff qui est à la tête de cette commission du renseignement et qui effectivement pour des raisons légitimes est indigné par le fait que le président des États-Unis ait eu l'audace de demander à un chef d'État étranger d'une certaine manière d'enquêter sur celui qui pourrait être son adversaire et qui est Joe Biden. Mais en même temps, ce que vont voir les Américains, c'est que ce même Adam Schiff le fait d'une manière qui est profondément partisane. À la manière dont il ouvre cette enquête, il commence le premier hearing qu'il a sur ce sujet en se livrant à une espèce de sortie théâtrale où il déforme totalement les termes dans lesquels s'est passée la fameuse conversation téléphonique entre Trump et ce président ukrainien, et en gros en expliquant que Trump a demandé aux Ukrainiens de créer des informations
des fausses informations pour faire tomber son adversaire, ce qui n'est pas la réalité de cette conversation. Donc évidemment, cela provoque déjà un tollé d'indignation sur les réseaux sociaux du côté républicain et dans le camp républicain. Et donc on voit bien que qui appelle déjà la démission d'Adam Schiff et exactement. qui, d'ailleurs, Schiff qui a dit peut-être que cela constitue un acte de trahison. On a déjà répondu à Adoum sur Le Figaro qui nous dit bonjour, est-ce que ce processus de destitution a une chance d'aboutir ? Eh bien, effectivement, en l'état, pas grande chance, puisqu'il faudrait que 20 républicains au Sénat votent pour destituer leur propre président. Première question pour vous, Benjamin Haddad. Vous êtes chercheur à l'Atlantic Council. Il faut rappeler que vous êtes basé à Washington. Après 10 jours, 10 jours après ce début de processus d'impeachment, pour vous, qui a la main aujourd'hui ? Qui a le mieux mené sa barque, les républicains ou les démocrates ? Alors, c'est quand même une histoire qui est assez accablante pour Donald Trump et qui le met sur la défensive depuis le début. Puisque, alors, il faut quand même se rappeler, et je pense que Laure l'a très bien expliqué, on est dans un contexte depuis 3 ans, depuis le début de cette présidence, même avant d'ailleurs, extraordinairement clivant et partisan aux États-Unis. Donc, ce type de scandale n'est pas nouveau. On a quand même passé 2 ans à parler de rapport Mueller sur l'enquête avec la collusion avec la Russie. Et tout aux États-Unis est lu à travers cette grille partisane. Si vous prenez le rapport Mueller, vous avez 55% des Américains qui considèrent qu'il est accablant pour Donald Trump, 40% qui considèrent qu'il l'exonère totalement. C'est exactement la ligne de partage sur la popularité et le soutien du président. Et tout est lu à travers cette grille et cette histoire ukrainienne ne fera pas exception. Ce qui est vrai toutefois, c'est que les républicains sont sur la défensive, que la retranscription de l'appel entre le président Trump et le président Zelensky montre quand même clairement que le président Trump a essayé de faire pression sur son homologue ukrainien pour qu'il lui donne des informations sur Joe Biden, ce qui est quand même un comportement inapproprié de la part d'un président. Est-ce que ça a une chance d'aboutir ? Non, puisque les républicains resteront soudés à la Chambre des représentants comme au Sénat, où ça compte le plus, resteront soudés autour du président Trump, puisque vous l'avez dit, pour la procédure de destitution d'aller à son terme, pour qu'elle aboutisse, il faut la majorité de la Chambre des représentants, ce qui sera le cas, puisque les démocrates la contrôlent, mais il faut 2 tiers après du Sénat. Or, les républicains contrôlent le Sénat. Donc, on ne verra pas vraiment les lignes bouger, mais je pense qu'à 1 an de l'élection présidentielle américaine, ça ne crée pas une dynamique favorable pour Donald Trump, mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui fera la différence l'an prochain, en novembre 2020. On a déjà 2 commentaires. Popoulos nous dit que c'est une chasse aux sorcières. Alors c'est un vocable utilisé quasiment quotidiennement par Donald Trump. Et Toufik nous demande, cet impeachment est-il à la faveur de Trump pour les prochaines présidentielles ? Jean-Éric Brana, répondez-vous oui à cela. Au niveau tactique, bien sûr, est-ce que c'était une bonne idée pour les démocrates d'annoncer ce processus d'impeachment ? Je dirais, en reprenant ce qui a été dit depuis tout à l'heure à propos de est-ce que ça va aller au bout, ça dépend de l'opinion publique. Car s'il y avait un mouvement dans l'opinion publique, ça changerait complètement l'histoire. Il faut quand même le garder dans un coin de notre tête parce qu'on est en politique. Et en politique, on a vu, et on a tous une expérience là-dessus, tout est possible et tout peut se retourner à n'importe quel moment. Mais dans l'état de l'opinion aujourd'hui, je rejoins vraiment ce que dit Benjamin, c'est clivé. On a en gros 53 d'un côté, 44 de l'autre, avec au milieu un petit groupe qui pour l'instant regarde le match et va se déterminer à la fin. Si ça ne bouge pas, on va se dire que c'est un coup pour rien. Ça va bouger quelque part. Mais la question, c'est de savoir pour qui. Or, actuellement, c'est vrai que c'est plutôt en train de se retourner en faveur de Donald Trump, tout simplement parce que ça n'avance pas ou ça n'a pas l'air d'avancer du côté des démocrates. Et si ça n'avance pas, on va se trouver dans une situation de lassitude de la part de l'opinion publique qui, à ce moment-là, pourrait se retourner du côté de Donald Trump, ce sont les légitimistes qui vont aller du côté du président en disant mais laissez-le travailler et on décide à la fin au moment du vote. C'est exactement le discours de Donald Trump qui actuellement le clame sur tous les tons. Écoutez, comme disait Laure, ça fait 3 ans que ça dure, il est peut-être temps de me laisser un peu tranquille et de me laisser travailler. Il le clame sur tous les tons et effectivement hier on a assisté à une conférence de presse comme rarement on en avait vu et il était aux côtés du président finlandais Donald Trump qu'il venait de recevoir à la Maison-Blanche. Il était interrogé par un journaliste pour savoir ce qu'il souhaitait vraiment de son homologue ukrainien lors de cette fameuse discussion du 25 juillet au téléphone. Réponse de l'intéressé. Look, Biden and his son are stone cold crooked, and you know it. Yes, Ask him a question. I will, but I've given you a long answer. Ask
this gentleman a question. Don't be rude. No, sir, I don't want to be rude. I just wanted you to have a chance to answer the question that I asked I've you. answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. And I say in many cases, the corrupt media, because you're corrupt. Benjamin Haddad, qu'est-ce que vous faites du ton de cette conférence et d'une manière un peu plus générale de l'attitude de Donald Trump depuis le début de cette ouverture pour une enquête en vue d'un impeachment? On est dans du Trump pur jus. Il est combatif, il ne se laisse jamais prendre au piège ou mettre sur la défensive. Il essaie de contrôler le narratif et il attaque les médias, les traitant de corrompus, d'ennemis du peuple. Ça fait des années qu'on est habitué à cela. Ça a marché pour lui en 2016. C'est pas du tout irrationnel comme stratégie, puisqu'il sait bien que le taux de popularité et de confiance envers les médias et envers la classe politique, l'élite américaine, est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était la stratégie de Trump en 2016, c'est balancer des pavés dans la mare. Peut-être que ses électeurs ne seront pas fondamentalement d'accord avec ce qu'il dit sur quand il s'était moqué de John McCain ou il se moquait de présentatrices, mais il provoque une telle levée de bouclier de la part des donneurs de leçons habituels, des médias ou de l'élite politique, que ça soude son électorat autour de lui. Donc ça fonctionne assez bien. Et vous savez, pour revenir sur la stratégie politique à un moment, Donald Trump a toujours été relativement impopulaire et clivant. Le plus important pour lui, c'est de garder sa base, et en particulier dans les États clés qu'il a réussi à retourner, les fameux États de la ceinture rouillée, désindustrialisés, du Michigan, de l'Ohio, quelques swing states plus classiques comme la Floride. C'est ce qui lui a permis, en 2016, de remporter l'élection avec 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, mais avec en fait une marge assez confortable dans le collège électoral. C'est comme ça que le système américain fonctionne. Et la seule chance pour lui d'être réélu en 2020, c'est de rééditer l'exploit. Certes, il aura les États des côtes, de l'élite de New York et Californie qui voteront massivement pour le candidat démocrate, quel qu'il soit, mais il faut qu'il continue à garder cet électorat qui lui a fait confiance en 2016. Et là, c'est pour ça que je pense fondamentalement que ce type de scandale n'aura pas beaucoup d'impact. La seule question, c'est est-ce qu'il a réussi à délivrer, est-ce qu'il a réussi à respecter ses promesses et à améliorer la vie de ses électeurs dans ces États. Or, et c'est là que moi je suis relativement pessimiste, mais je dis ça avec beaucoup de prudence pour Donald Trump, on voit que dans la plupart de ces États, il n'est plus aussi populaire et que les candidats démocrates, y compris les candidats populistes de gauche comme Elizabeth Warren, pourraient l'emporter face à lui, mais on est encore loin, on est à 1 an de cette élection. Vous avez mentionné Elizabeth Warren, effectivement, qui est en train de grappiller un petit peu quelques pourcentages d'intention de vote dans cette fameuse course qui n'a pas encore officiellement commencé à la primaire démocrate. Et c'est intéressant parce que Théo Null nous dit Pelosi n'avait pas le choix, Biden, seul candidat démocrate crédible d'après lui, est grillé par cette affaire ukrainienne. Est-ce que les démocrates vont devoir peut-être le lâcher à terme? Exactement. Je pense qu'un des éléments du combat tel que va le mener Trump, oui, c'est évidemment la destruction de Biden. Et c'est vrai qu'on voit absolument à travers tous les médias républicains aujourd'hui cette idée que Biden est corrompu, qu'il faut aller voir plus loin, que quand même, malgré tout, ce qu'ils accusent Trump d'avoir fait, c'est-à-dire d'avoir fait pression sur le pouvoir ukrainien, c'est exactement ce qu'a fait Biden au moment où il a fait pression pour faire exit, pour provoquer en fait le limogeage du procureur général ukrainien de l'époque. Et il s'avérait que c'était lié à une enquête sur une compagnie au bord duquel était le fils de Biden avec des émoluments extrêmement importants. Donc c'est vrai que tous les éléments sont là pour que les républicains disent mais regardez, on est en train d'accuser notre président alors que c'est de l'autre côté, on a un vrai acte de pression qui a été reconnu par Biden lui-même. Donc ça c'est une chose. Et moi ce qui me frappe, c'est que ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui l'un des problèmes que vont avoir les démocrates, c'est que c'est un peu, vous savez, le conte de la chef de Monsieur Seguin, qui est un ouvrage enfantin que je lisais à mes enfants quand ils étaient petits et que j'avais lu moi-même, dans lequel il y a la chef de Monsieur Seguin qui est dans un champ et avec Monsieur Seguin qui la laisse dans ce champ et elle a très peur et elle crie parce qu'elle veut qu'on la détache et elle crie « le loup est là, le loup est là ». Donc au départ, le Monsieur Seguin vient, il vient plusieurs fois et puis à chaque fois, le loup n'est pas là. Et puis un jour, le loup vient. Mais M. Seguin ne vient pas chercher sa chèvre et elle est mangée. Et donc la question, c'est est-ce que
toutes les tentatives qu'ont fait les démocrates jusqu'à présent pour discréditer Trump et démontrer son illégitimité, je vous rappelle qu'on a eu un nombre d'épisodes où on avait l'impression qu'on était à chaque fois proche du départ de Trump. On disait ça y est, il est fichu, il va être destitué. Il y a eu par exemple cette invocation de l'article 25 à la suite là aussi d'un whistleblower, donc un lanceur d'alerte qui avait dit il est à moitié fou, il y a une partie de son gouvernement qui veut le mettre à l'écart sous l'article 25 de la Constitution. Et finalement, ce truc-là s'est effondré à nouveau. Donc les gens être pris au sérieux cette fois-ci. La question, c'est ça, c'est qu'en fait, l'électorat va dire regardez, en réalité, les démocrates ne veulent pas se battre avec les armes légitimes de la politique, et ils ne veulent pas d'un combat véritablement sur le bilan de Trump et sur leurs propositions de campagne. Donc ils ne sont pas prêts à un combat, sincère, à la loyale. Et Bertrand Luc, d'ailleurs, c'est un pari très risqué. Je voulais vous parler d'un autre risque. Le risque, au vu de cette omniprésence médiatique de Trump, de Rudy Giuliani, son avocat qui est tous les jours sur les plateaux de télé, de Mike Pompeo aussi, le secrétaire d'État que l'on entend beaucoup, qui a avoué d'ailleurs hier qu'il était bien à l'écoute de cette conversation entre le président américain et son homologue ukrainien. Le risque, c'est peut-être de donner des billes aux démocrates. Et on va justement écouter le fameux Adam Schiff, le président de la commission de renseignement de la Chambre, qui est clairement l'un des hommes à la baguette pour les enquêtes qui visent le président. Will the White House fight us on this? I have to imagine they're going to fight us tooth and nail. And yet, even as they do, the more that they fight to try to prevent and obstruct the lawful functions of Congress, the more they're going to make a case for impeachment on obstruction of justice of Congress. Alors justement, il y a aussi une possibilité que Donald Trump soit mis en difficulté, non pas forcément pour cette affaire ukrainienne et cette pression exercée qui est peut-être difficile à juger, mais pour l'obstruction à la justice. Alors pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, Donald Trump et toutes ses équipes d'ailleurs vont aller en justice aux États-Unis, vont aller voir d'autres juges en dehors du Congrès, ils ont tout à fait le droit de le faire. Pour chaque injonction, pour chaque convocation, pour chaque document qui est demandé, il va y avoir une bagarre maintenant d'obstruction, là pour le coup, mais légale, en essayant de repousser pour bloquer le processus qui est en cours. Pour vous, il n'y a rien à craindre de ce côté-là pour les Républicains? Non, pas réellement. Moi, je disais dès le départ que c'était une péripétie politique. Je crois que ça le devient réellement. Effectivement, on a toutes les équipes de la Maison-Blanche maintenant qui déploient tout le savoir-faire qu'elles ont pour pouvoir s'opposer au Congrès. Et donc, on est dans la lutte entre deux grands pouvoirs décidés par la Constitution. Laure ? Il me semble qu'il faut quand même préciser que c'est une péripétie politique, mais quand même qui peut fragiliser le président. Et là, je suis quand même d'accord avec ce que dit Benjamin, c'est-à-dire que quand même, il est pris à partie sur une affaire qui ne le met pas dans la peau d'un chef d'État véritablement présentable. Et c'est vrai qu'il y a quand même une partie du vote républicain, parmi ces républicains modérés, dont certains ont voté par exemple pour les démocrates pendant les élections de mi-mandat, qui pourraient estimer que les avantages qu'ils avaient vus à Trump, c'est-à-dire son côté justement indomptable, prêt à donner un coup de pied dans la fourmilière, devient moins, disons, important que le désagrément ou l'exaspération de le voir passer toutes les limites. Donc je pense, et évidemment, le contexte économique sera absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, absolument impossible aujourd'hui de faire un pronostic complètement sûr, parce qu'on est encore très loin. On est en train d'étudier justement les premiers signes, les premiers symptômes. Benjamin Haddad, on parlait d'un risque, c'est que l'opinion aussi se retourne et que du coup, des sénateurs républicains puissent lâcher le président américain. Mais est-ce que, avant même que l'opinion se retourne complètement, parce que pour l'instant, effectivement, l'impeachment devient, on va dire, un peu majoritaire dans l'opinion, mais avant cela, est-ce qu'il y a des élus républicains au Sénat, par exemple, qui ont déjà dit oui, face à ces documents, face à ce que j'entends dans la presse, je pourrais voter pour un impeachment de Donald Trump? Non, c'est très improbable. Vous aurez peut-être quelques républicains qui sont très critiques de Donald Trump depuis le début, comme Ben Sasse, mais même lui, le sénateur du Nebraska, dit qu'il est opposé à la procédure d'impeachment et il sait où sont ses électeurs. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'accumulation d'affaires par les démocrates. Énormément d'entre elles ont fait pchit, Laure les a citées. Donc il y a une sorte de fatigue en fait. Quand on vit à Washington, on n'a pas tellement l'impression que cet impeachment est un tournant, une rupture, mais plutôt une sorte de continuité, effectivement, de démocrates qui donnent l'impression de ne pas
avoir accepté la victoire de Donald Trump et surtout de ne pas accepter le combat politique, puisque c'est une méthode extra-politique, extra-électorale de se débarrasser du président. Mais 2 points quand même rapides. La première, c'est que tout ça entraîne une forme quand même de fatigue et de lassitude dans l'opinion publique, d'hystérisation qu'a provoqué la présidence de Donald Trump. Et je pense que beaucoup d'Américains ont juste envie de tourner la page. Je parlais l'autre jour à un ami républicain qui a voté pour Donald Trump en 2016, qui vit en Virginie, et qui me disait finalement, moi j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai 2 juges conservateurs à la Cour suprême, on va garder une majorité pendant une génération, mais là j'en peux plus, les tweets, etc. Il faut que le climat se calme. Un autre point aussi sur la question de savoir si Biden est un candidat démocrate plus compétitif que les autres. Et là-dessus, moi je suis un peu sceptique. Je me rappelle en 2016, on disait beaucoup ça d'Hillary Clinton face à Bernie Sanders, alors que Bernie Sanders a toujours eu des meilleurs sondages face à Donald Trump que Hillary Clinton, et à mon avis, il n'aurait pas perdu des États comme le Michigan et le Wisconsin, où il aurait eu un discours plus radical sur les questions économiques. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui qu'un discours modéré est le plus compétitif face à Donald Trump. Je parle d'un point de vue purement électoraliste ici, pas de mes préférences individuelles, mais je crois que Elizabeth Warren ou Bernie Sanders sont capables aussi de comprendre les électeurs de Trump, de comprendre la classe ouvrière blanche qui s'est tournée vers Trump d'une façon que les démocrates plus modérés, qui sont associés aussi à la dérégulation financière, qui sont associés aussi à des baisses d'impôts, ne peuvent pas vraiment percevoir. Et donc, il y a un désir de changement, il y a un désir de radicalité même de la part de beaucoup d'Américains. Et après, le calcul, c'est est-ce que vous voulez galvaniser la base? C'est ce que Hillary Clinton n'a pas su faire. Hein. Hillary Clinton, son problème, ça n'a pas été les modérés. Son problème, c'est que la base du Parti démocrate ne s'est pas déplacée, ne s'est pas mobilisée en masse. Ou est-ce que vous voulez aller chercher éventuellement des républicains modérés qui pourraient voter pour un candidat? Le calcul n'est pas évident, mais je ne vois pas aujourd'hui dans les chiffres d'évidence qui indiquent que Elizabeth Warren est moins compétitive dans une élection que Joe Biden. Je pense personnellement que c'est l'inverse. D'ailleurs, ces sondages montent. Laure Mandeville, vous vouliez réagir? Oui, en fait, sur Elizabeth Warren, moi, je suis d'accord avec Benjamin sur la question, je dirais, socio-économique. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, il y a un désir, je dirais, de populisme aux États-Unis, que ce soit un populisme de droite qui a été incarné par Trump et qui a fait sauter les barrières entre gauche et droite sur pas mal de sujets, protectionnisme par exemple, ou un populisme de gauche qu'incarne d'une certaine manière Elizabeth Warren. Mais je pense qu'Elizabeth Warren a d'autres problèmes qui apparaîtront plus tard si c'est elle qui est mise en avant. Et moi, j'ai le sentiment que c'est elle qui va être mise en avant parce que je pense que Biden est très très mal parti sur cette affaire, et non seulement à cause de ce scandale, mais à cause de son démarrage dans cette campagne qui est quand même, il faut bien le dire, un démarrage extrêmement fatigué. Et quant à Sanders vient d'avoir un problème de santé sérieux, donc je pense qu'à 78 ans, il est probablement dans l'esprit des électeurs presque out. Reste Elizabeth Warren dans ce cas de figure, mais je pense qu'elle aura des problèmes parce qu'elle se situe, elle s'est alignée sur la gauche, je dirais même l'extrême gauche du Parti démocrate, non seulement sur les questions socio-économiques, qui est vraiment son domaine, mais sur des questions, je dirais, autres, comme par exemple l'immigration, où elle a avancé des propositions très radicales et qui, à mon avis, ne feront jamais revenir les anciens Blue Democrats, c'est-à-dire ces fameux démocrates des fameux États swing, là, de l'Ohio, etc., qui ont voté Trump et qui ne reviendront pas chez Elizabeth Warren parce qu'elle fait des propositions, par exemple, sur l'immigration, mais aussi sur les questions, je dirais, plus identitaires, qui ne vont pas dans le sens de cet électorat. Jean-Éric Brana, je vous vois réagir. Elizabeth Warren, vous ne mettez pas $1 là-dessus? On peut mettre $1 si vous voulez, mais je vais en mettre 100 sur Joe Biden, moi par contre, parce que je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que Joe Biden, effectivement, est le mieux placé pour tout un tas de raisons. Alors, campagne poussive, il a commencé à 30% quand même, c'est pas si poussif que ça pour une campagne dans laquelle il y avait au départ 26 candidats démocrates, il ne faut pas l'oublier. Donc il part très loin devant. C'est vrai qu'Elizabeth Warren monte actuellement, mais c'est normal dans une primaire. Donc le principe de la primaire, c'est que ça se joue à gauche et que Elizabeth Warren est placée sur la gauche. Mais ensuite, il y a un deuxième tour qui est le recentrage sur la droite, et c'est vrai que Joe Biden est donc mieux placé pour faire ce recentrage à mon avis. Et puis je ne suis pas le seul à le penser, puisque si on écoute Donald Trump, il ne parle que de Joe Biden, ça veut dire qu'il a déjà en ligne de mire celui qui pourrait être son candidat et qu'il a envie de ce combat à haute dose de testostérone. La campagne Joe Biden, c'est quoi? Si je vais vous débarrasser de ce type. Or, aujourd'hui, au Parti démocrate, la
la première des préoccupations de l'électeur, c'est de se débarrasser de Donald Trump. La deuxième, c'est l'assurance santé, et là-dessus, il est mieux placé également, puisqu'il reprend les propositions de l'Obamacare, qui laisse, sans rentrer dans le technique, qui bien sûr est très loin des Français, mais qui laisse notamment la part belle à l'assurance privée, alors que de l'autre côté, Bernie Sanders a des propositions beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus révolutionnaires, et qu'entre les deux, Elizabeth Warren se retrouve sans proposition sur cette partie-là. Donc en fait, sur les deux parties principales, elle est avec un ensemble vide. C'est pour ça que je ne crois pas à Elizabeth Warren, et je crois que pour l'instant, ce qui joue chez Elizabeth Warren, c'est un côté dynamique et femme qui la porte, mais on préférera l'original à la copie. L'original, il s'appelle Bernie Sanders, et de l'autre côté, si on veut quelqu'un de plus modéré, il s'appelle Joe Biden. Parlons quand même de ce climat maintenant. Vous disiez, les démocrates n'ont qu'une envie, c'est de renverser, enfin de faire partir Donald Trump. Et il y a une rhétorique qui s'installe, qui est de plus en plus virulente. On l'a vu à travers les tweets de Donald Trump, qui a dit encore, il y a 2 jours, ce n'est pas un impeachment auquel on assiste, mais c'est un coup d'État. Et puis, il a aussi relayé les propos d'un pasteur entendu sur Fox News, qui disait, si les démocrates arrivent à destituer le président, cela créera une fracture semblable à une guerre civile dont le pays ne se remettra jamais. Et puis, enfin, un message vidéo diffusé sur la chaîne YouTube de la Maison-Blanche. Écoutez. What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics. The Democrats want to take away your guns. They want to take away your health care. They want to take away your vote. They want to take away your freedom. They want to take away your judges. It's all very simple. They're trying to stop me because I'm fighting for you, and I'll never let that happen. Benjamin Haddad, vous êtes basé à Washington. On entre dans une période bien venimeuse à bientôt 1 an de la présidentielle. Oui, on rentre dans une période venimeuse, mais encore une fois, ce type de discours, ça fait 3 ans qu'on l'entend de la part à la fois de Donald Trump et de ses adversaires démocrates. Les insultes, les accusations de trahison. Laura a eu raison de rappeler qu'on a eu une séquence même où on a commencé à mettre en doute sa santé mentale. Donc de toute façon, on est dans un climat très dur, très clivant. Et le plus frappant, quand on regarde notamment l'opinion publique, ça a déjà été mentionné, c'est qu'en fait, il y a assez peu de mouvements depuis 3 ans. Donald Trump reste entre 38 et 44% de soutien, à peu près 90% des républicains. C'est lié à l'éclatement médiatique, géographique de l'électorat, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que l'électorat républicain et démocrate n'ont pas du tout accès au même traitement de l'information, ne voient pas du tout les mêmes analyses de la séquence qu'on est en train de vivre en ce moment, et tout est vu à travers une logique vraiment tribale et identitaire. Donc tout ça va ne faire que se renforcer clairement, et on va voir des rumeurs, des attaques pendant la campagne. On sait que Donald Trump ne recule devant rien pour essayer de gagner l'élection. Rappelez-vous qu'il avait accusé le père de Ted Cruz d'avoir participé à l'assassinat de John Kennedy. Donc je veux dire, on va rentrer quand même dans une séquence qui sera très dure, mais au fond on est en campagne permanente des deux côtés depuis 3 ans. Laure ? Je suis encore plus pessimiste que Benjamin, c'est-à-dire je suis complètement d'accord avec lui sur l'idée qu'on a vraiment 2 pays qui sont séparés par un fossé de plus en plus abyssal. Moi, je l'ai déjà vu pendant les midterms, là, en octobre dernier, c'était il y a 1 an, où on avait même intitulé le podcast du Figaro la nouvelle guerre civile américaine, donc, qui était une guerre politique pour nous, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce fossé-là, et c'est vrai que les Américains, du côté Trump, ont par exemple le sentiment qu'un État profond et que l'ensemble du système politique, finalement, empêchent leur président de travailler, que depuis le début, ils ne sont pas d'accord, ils l'ont considéré comme une sorte d'ovni et d'impossibilité, enfin de personnage, d'un élément alien, en fait, étranger au système qu'ils ont voulu rejeter. Et de l'autre côté, ils ont le sentiment que cet homme est tellement dangereux qu'il est en train de tellement modifier le jeu que la démocratie est en danger. Donc on se demande, moi je me pose la question de savoir
si à un moment tout cela ne peut pas déraper dans une certaine forme de violence. Pour l'instant, on est toujours dans un cadre institutionnel, dans un cadre de ce système politique, cette démocratie américaine qui, heureusement, a quelques siècles, à force de chauffer à blanc, derrière elle, mais qu'à force de chauffer à blanc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir tout d'un coup quelqu'un qui se dresse et qui fait quelque chose de malheureux sur le plan de la violence physique? Et donc, c'est vrai que le climat, l'impeachment qui se profile va évidemment aggraver cette situation. Et à mon avis, il y a quand même un élément d'imprévisibilité que je trouve préoccupant. Jean-Éric Brana, un peu la même question sur ce climat et sa dangerosité, le fait que tout ça semble s'accélérer aujourd'hui. Est-ce que vous dites effectivement c'est inquiétant, ou est-ce que vous dites ça va se tasser et de toute façon ça fait 3 ans que c'est comme ça à Washington? Mais ça ne fait pas 3 ans que c'est comme ça fait 50 ans que ça a commencé. En réalité, la division entre les deux camps, elle a commencé grosso modo à partir des années 60 et elle n'a cessé, les deux rives n'ont cessé de s'éloigner. On parle de Donald Trump, souvenez-vous ce qu'on disait du temps d'Obama. Enfin, on avait des Tea Parties et l'opposition était aussi virulente qu'actuellement, sauf qu'on n'avait pas à la Maison-Blanche quelqu'un qui répondait coup sur coup à chaque fois et qui faisait ce ping-pong auquel on assiste. Mais en réalité, il y a la rhétorique, il y a aussi le nombre d'affaires qui s'accumulent. En réalité, on avait une opposition, on parle du plan institutionnel, j'ai bien entendu, je réponds sur ce que venait de dire Laure, on avait exactement les mêmes blocages institutionnels à ce moment-là, avec un président qui ne pouvait pas gouverner parce que l'autre camp ne le voulait pas, exactement comme aujourd'hui. Donc, mais il n'y avait pas cette notion d'État profond qu'on a vu apparaître, avec cette idée que finalement, l'État profond, les services de renseignement, par exemple, sont susceptibles, parce qu'ils sont en réalité partie prenante du processus politique, capables de tout d'un coup tirer le tapis sous les pieds de leur propre président. Il y avait d'autres formes, encore une fois, j'ai cité les Tea Parties qui attaquaient à leur façon aussi, il y avait déjà ces attaques-là, il y avait déjà les termes, non c'est pas tout à fait différent, il y avait déjà les termes comme Reno qui se promenaient à travers le pays, où on expliquait qu'on élisait des gens en tant que républicains une fois qu'ils étaient au Congrès et ils se comportaient différemment. J'ai entendu un président dire, retweeter, même si ça n'était pas le cas à l'époque, mais dire il y a un risque de guerre civile dans le pays si on essaye de me destituer. C'est tout de même assez fort. D'ailleurs, un élu républicain a dit qu'il avait trouvé ces propos vraiment dérangeants. Pour le coup. Bien sûr que c'est dérangeant, mais la forme a changé. Non, j'ai dit que la division était déjà là, la division était faite, les graines de la division étaient là, bien évidemment. Ça, c'est sûr, la forme est radicalement différente, mais les formes de communication sont différentes. Twitter, qui est arrivé dans l'espace politique, c'est Donald Trump qui l'amène. Il est le pape de Twitter, enfin il faut quand même lui rendre ce qu'il est, au moins il laissera ça dans l'histoire. C'est une nouvelle forme de communication, une nouvelle façon de s'adresser à ses électeurs. Il leur parle en direct, tout à l'heure ça a été dit assez clairement, il s'agissait pour lui de garder sa base intacte et de l'amener, ce qui est quand même un petit exploit, parce que une base, au bout de quelques mois, eh bien elle se lasse et ensuite elle se retourne contre vous. Donald Trump a gardé sa base totalement intacte, il a même réussi à la grandir en quelque sorte, puisque le Parti républicain aujourd'hui, l'ensemble des électeurs et des sympathisants républicains sont derrière lui. Et c'est bien toute cette affaire de l'impeachment, si ça ne bouge pas, c'est bien grâce à ça. Donc c'est bien son travail de communication en direct avec ses électeurs qui a donné ce résultat-là. Ça, c'est totalement nouveau. Même aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour en faire une analyse vraiment efficace et profonde. Et dernier commentaire, un homme qui nous dit « Trump réélu en 2020, c'est sûr et certain ». Ce sera à vous de commenter ce dernier commentaire, Benjamin Haddad. Et puis un mot sur ce dont on vient de parler, le climat qui s'envenime et qui semble en émouvoir certains et pas forcément d'autres. Oui, alors sur le climat, bon, c'est vrai qu'il y a des précédents de violences politiques aux États-Unis. On a Alexander Hamilton dans un duel déjà au début du 19e siècle. Bon, plus récemment, dans les années 60, on a eu beaucoup d'assassinats politiques. Rappelez-vous, Kennedy, son frère, Martin Luther King. Donc, on a ce qui est vrai, ce qui est plus nouveau, je pense, depuis ces dernières années, remise en cause permanente de la légitimité de l'autre camp. Donald Trump, d'ailleurs, s'y est mis lui-même, puisqu'il avait remis en cause la légitimité de Barack Obama en poussant la théorie du complot sur laquelle il était né au Kenya, qui était très populaire dans l'extrême droite américaine. Et les démocrates eux-mêmes répondent depuis 3 ans en remettant en cause la légitimité de son élection. Et c'est vrai, comme Laure l'a dit, qu'on a d'un côté
les républicains qui voient une sorte d'état profond et de conspiration pour saboter le président Trump, et de l'autre côté, les démocrates qui disent qu'il a été élu par la Russie. Donc il y a très peu de dialogue possible. Maintenant, je voudrais quand même mettre un bémol sur cette question de la violence, parce que jusqu'ici, on est effectivement dans un débat qui est très aguerri, qui est dur, mais qui, sauf à de très rares exceptions qu'il faut noter, mais qui ne se transfère pas en violence physique. Vous savez, l'an dernier, j'ai entendu beaucoup de commentateurs comparer les gilets jaunes avec les électeurs de Trump. Mais sauf que les électeurs de Trump, pour l'instant, ils ont mis un bulletin dans une urne. Ils ne vont pas à Washington brûler des monuments ou des voitures. Donc, jusqu'ici, on est dans... Il y a quand même une tradition américaine de respect des institutions. On est dans un débat, effectivement, qui est dur, mais je resterai prudent quand même sur sa possibilité de se transformer en violence physique pour l'instant. Benjamin Haddad, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Atlantic Council. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, d'avoir été à notre table. Laure Mandeville, vous serez d'ailleurs bientôt à Varsovie, je crois, pour suivre les élections. On lira ça dans le Figaro. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.